Bien, bonjour à toutes et tous. Donc pour cette deuxième cycle de webinaire sur les usages modernes de l'écrit médiéval. Donc je rappelle que la session est enregistrée et qu'elle sera diffusée sur YouTube. Donc, si vous ne voulez pas apparaître, vous coupez vos caméras. Et puis, au moment des questions, enfin de la discussion, soit vous pouvez poser votre question caméra fermée, ou soit vous pouvez rallumer vos caméras si ça vous dérange pas d'être filmé. Donc aujourd'hui, nous accueillons de nouveau Sébastien Barret. Sébastien Barret est archiviste paléographe et docteur en histoire médiévale. Il est responsable de la section diplomatique à l'IRHT. Il a publié sa thèse, La mémoire et l'écrit, l'abbaye de Cluny et ses archives du Xe au XVIIIe siècle en 2004. Et puis, il a travaillé avec Hartmut Sarsma et Jean Vezin sur les plus anciens documents originaux de Cluny, avec 3 volumes parus. Et je crois que le 4e est toujours en préparation, Sébastien, si je ne m'abuse. Et puis, il est le porteur français d'un projet franco-autrichien, ANR et équivalent autrichien, donc sur les actes privés. Alors, il était déjà intervenu l'an passé sur les enquêtes notamment de Lambert de Barive, qui est un érudit du XVIIIe siècle dans les archives de Cluny. Et il fait en quelque sorte donc le lien avec les webinaires de l'année dernière, puisqu'il a accepté de revenir cette année pour nous parler de la transmission, de la tradition et de la réception des actes impériaux et royaux de Cluny. Voilà, Sébastien, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Donc, je recommence l'expérience de partage d'écran. Normalement, ça marche. Oui. OK. Donc, c'est parti. Donc, encore merci Sébastien et merci de m'accueillir à nouveau dans ce webinaire que j'ai déjà eu beaucoup de plaisir à suivre l'an dernier et il n'y a pas de raison que ça ne continue pas cette année. Cette année, je vais, alors en m'appuyant peut-être d'ailleurs une fois ou l'autre un petit peu sur ce que j'avais raconté l'an dernier, au moins pour la partie moderne, donc je vais parler de transmission et de réception, alors d'une certaine manière à l'époque moderne, mais en mettant mes pieds solidement, voire plus, dans la période médiévale. Ceci parce que je pense qu'en fait, la réception de la documentation concernée, et d'ailleurs pas seulement de la documentation concernée à l'époque moderne et par l'érudition et la science des XVIe, XVIIe, XVIIIe siècles, est tout particulièrement influencée par ce qui s'est passé au Moyen Âge, et ceci d'une manière, en l'occurrence, je crois, vraiment particulièrement frappante. Alors, à ton invitation, Sébastien, je vais parler d'actes carolingiens, parce qu'il faudra peut-être à tel ou tel moment prendre un sens un petit peu large. Je vous ai épargné un exemple robertien, enfin en tout cas en détail, mais que j'évoquerai peut-être en passant parce qu'il est assez intéressant. Bon, parce que de toute façon, en l'occurrence, le fait en soi que ça soit carolingien ou pas, ne change, je pense, pas énormément de choses au phénomène général. Même si, par contre, les exemples carolingiens au sens strict ou étendu sont, je dois le dire, particulièrement intéressants pour ce dont il s'agit là. Alors, d'une certaine manière, on pourrait dire que les questions qui se posent pour ce genre de tradition se rencontrent dès l'abord de la matière clunisienne au moyen de... par contre, je vais bien partager mon écran. Voilà. Au moyen de l'édition par Bernard et Bruel, Auguste Bernard et Alexandre Bruel, du recueil des chartes de l'abbaye de Cluny, paru entre 1876 et 1905 en 6 volumes, quelque chose d'absolument énorme que beaucoup d'entre vous connaissent sans doute déjà. Et à la limite, ça se repère dès le, j'aurais envie de dire, dès le tout premier acte, ou du moins le premier item,
qui est quelque chose qui est cité quelque part, qui n'est pas transcrit et qui traîne un petit peu dans la tradition clunisienne, bon, de manière un petit peu mystérieuse. Donc, en fait, dès le début, c'est un petit peu bizarre. Et si j'ose dire, ça va continuer à l'être. Dès le deuxième exemple qui est là, et qui, quand même, est le numéro 1 de la collection de Bourgogne et d'autres cotations, c'est un document extrêmement bizarre. D'ailleurs, vous voyez que Lambert de Bari, Bernard et Bruel eux-mêmes, dès le début, dans la note 2, disent que oui, alors c'est une copie un peu bizarre, et puis qu'on ne sait pas ce que c'est, mais que quand même, et voilà, enfin en gros, le document concerné, c'est ça. Je vous ai mis le début et la fin. Donc, ça ressemble quand même franchement pas du tout à ce que c'est censé être. De toute façon, c'est une copie beaucoup plus tardive. Et c'est à un tel point que, premier exemple de réception à l'époque moderne, l'érudit auquel tu as déjà fait allusion, Sébastien Lambert de Bari, l'a quand même copié, l'a envoyé au cabinet des chartes. Alors moi, je ne vois pas bien, mais vous devez voir que, je suppose que vous voyez mon curseur normalement. Il parle d'une copie de l'écriture d'environ l'an 1090, on ne sait pas très bien pourquoi. Il envoie sa copie au cabinet des chartes et le cabinet des chartes met cette petite étiquette que vous voyez là, que j'aime beaucoup, qui vous dit que le récit est fabuleux. C'est-à-dire que c'est effectivement, enfin, c'est des formulations qui sont de toute façon à la limite de ne pas être diplomatiques. Enfin, c'est très, très, très curieux comme document. De toute façon, disent-ils, cette charte, fût-il authentique, n'intéresse point la collection. Charte jugée fausse, bon, là, ça ne les intéresse pas du tout. Et pour renfort de potage, image suivante, si on enlève ce petit papillon qui a été mis dessus, on s'aperçoit qu'en plus de ça, à Cluny même, au XVIIIe siècle, c'était rangé première liasse code première dans un tiroir intitulé Espagne. Bref, c'est quelque chose de bizarre et de tellement bizarre que, alors, à moins que je l'ai raté, ce qui est tout à fait possible, ça n'a été ni repris ni discuté par l'édition de Théophile. C'est-à-dire que, à la limite, on peut même pas vraiment dire que c'est un fou. C'est quelque chose d'assez informe. Alors, qui par contre, je reviens maintenant un petit peu en arrière, a effectivement visiblement été accueilli, comme le montrent les marques dorsales qu'on a là. Marques dorsales qui remontent au moins à la fin du Moyen-Âge, qui sont, je vous demande de me croire sur parole en l'occurrence, véritablement des marques archivistiques clunisiennes et au XVIIIe siècle aussi, ce qu'on a là, l'analyse, copie de la fondation, etc., côté 1, et puis après, il me semble qu'il y a erreur, etc., c'est bien clunisien. Et en fait, comme le faisait remarquer Bernard et Bruel, de toute façon, enfin en l'occurrence dans les notes c'est plutôt Bruel, il n'y a pas vraiment moyen de savoir pourquoi c'est là. C'est un cas, par parenthèse, qu'on rencontre quelquefois à Cluny, de documents acte ou pas acte, enfin, ou acte plus ou moins authentique ou peut-être copie, on ne sait pas. Il y a des choses qui se retrouvent à Cluny, on ne sait pas pourquoi. Et on ne sait vraiment pas, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas d'explication logique au fait qu'il y a aussi, enfin, l'un ou l'autre d'entre vous en aura sans doute peut-être entendu parler, il y a aussi un document qui vient de noyer, on ne sait pas pourquoi c'est là. Donc, si j'ose dire, ça nous donne une entrée en matière un peu, qui montre déjà un petit peu
finalement ce qui va nous affecter pendant toute la séance, c'est-à-dire une transmission, une conservation et des documents qui existent, mais des conditions à minima de cette conservation, de cette transmission et de cette utilisation qui sont un petit peu mystérieuses, un petit peu irrégulières et des irrégularités qui se retrouvent finalement pendant toute la période concernée jusqu'au moins la fin du 18e, voire après. Et à l'intérieur même, on le verra, de cette réception moderne, des différences qu'on a un peu de mal à s'expliquer, au moins en théorie, si j'ose dire, d'un cas à l'autre. Ce sur quoi je voudrais m'arrêter maintenant un petit peu plus, c'est ça. Alors, vous voyez, hein, j'ai bêtement fait qu'avancer un petit peu dans le premier tome de Bernard et Bruel et de leur agaçante manie de l'époque de ne pas réimprimer ce qu'ils avaient trouvé imprimé ailleurs, ce qui rend le maniement parfois un petit peu difficile pour Clésac. Bon, c'est pas non plus très, très grave. Il s'agit de ce numéro 5 qu'ils ont pas édité mais signalé à partir d'une copie de Cartulaire. Ça fait partie d'un dossier autour d'un échange entre l'évêque de Mâcon et le comte Garin, Varin, comme on veut, d'Auvergne, qui concerne Cluny. Et c'est, pour ainsi dire, un petit peu, si l'on accepte le tout premier document dont j'ai parlé, c'est, pour ainsi dire, peut-être le premier ou le plus ancien des documents clunisiens ou des dossiers clunisiens dont il est couramment débattu, pour ainsi dire, pour la période avant la fondation de l'abbaye elle-même, du moins de ce qu'on considère en général comme sa fondation au début du Xe siècle. Les autres pièces du dossier qui concernent l'échange font l'objet d'une tradition par le cartulaire, enfin, par l'édition connue sous le nom de cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon par Ragut, et tradition qui est elle-même assez incertaine. Alors sur celle-là, je ne vais pas revenir en plus, parce que sinon ça compliquerait encore les choses. Mais donc on a là ce premier document de 825, et si j'ose dire, la première surprise, ou du moins la première chose qui est à noter, c'est qu'en fait, il est transmis en original, comme nous le rappelle l'édition de Théo Kölzer, dont je vous mets ici une illustration, et une illustration de la tradition manuscrite, puisque c'est de ça que je vais parler. En fait, il se trouve tout bêtement que l'original n'est pas à Cluny, mais à Reims, et qui ressemble à ça. En plus, comme le fait remarquer Théo Kölzer, il est en très bon état, c'est un beau document, c'est absolument tout ce qu'il faut. Alors, lui-même, il n'y a, je pense, aucune raison de contester son jugement. Il voit quelque chose de tout à fait régulier, un privilège mineur, ou ce qu'on peut appeler comme ça, pour cette époque. Il y a un sceau bien conservé, il y a tout ce qu'il faut. Bon. Mais déjà, il avait échappé en partie. Alors, non pas à Bernard et Bruel qui ont travaillé à partir de ce qu'ils avaient eux, et des chartes clunisiennes, mais il semblait quand même avoir échappé à une partie de la connaissance érudite. Si on se tourne vers le dos du document, alors on y voit des choses qui, là, encore une fois, je vous demande de me croire sur parole pour les doutes des documents, sont, si j'ose dire, tout à fait clunisiennes ou cluno-compatibles. Ici, l'analyse de la fin du 18e, pardon, du 17e, on verra tout à l'heure. Donc du 18e, mais appuyé sur une analyse de la fin du 17e,
décidément. Ici, des analyses anciennes que on ne pourrait pas dire spécifiquement, je ne les reconnaîtrais pas forcément immédiatement comme étant clunisiennes, mais enfin, ça ne choque pas du tout au dos d'un acte conservé à Cluny au Moyen-Âge. Et ce que vous voyez ici, ce chiffre ici, qui en fait fait partie d'une série de correspondances partielles avec un des cartulaires de l'abbaye. Cartulaire de l'abbaye, qui est celui cité ici par Bernard Hebel, le cartulaire E. Donc je vous mets ici quelques extraits concernant ce document. Première source d'irritation, le chiffre ici, qui, si vous regardez bien, n'est pas le même. Pas tout à fait. Ça aussi, si j'ose dire, c'est assez typiquement clunisien et assez typiquement cartulaire clunisien. Enfin, cartulaire et relation avec les originaux, c'est qu'il y a un peu partout des numérotations qui ne marchent pas très bien, on va dire. Comme c'est le cartulaire E, il faut un petit peu se méfier du texte, mais enfin, en l'occurrence, je crois qu'il n'est même pas trop mauvais. Et il y a un phénomène assez intéressant qui doit se voir. Alors, le problème, c'est que moi, je ne la vois pas, mais que vous devez voir dans la rubrique, où on passe d'un échange à une donation. Et ça, c'est une chose qu'on rencontre un petit peu de manière perlée alors, au cours de l'histoire de ce document et ailleurs, c'est qu'il y a des fois où on a l'impression qu'au cours de l'histoire de la réception documentaire, on a eu un petit peu tendance à, disons, presser l'analyse de certaines pièces dans des catégories les plus courantes. Ici, dans la catégorie de la donation. Et c'est un genre de phénomène qu'on retrouvera un petit peu après. Autre phénomène intéressant, même si je ne m'y attarderai pas, celui du commentaire fin du Moyen-Âge, ou plutôt vraisemblablement début de l'époque moderne, ici, qui en l'occurrence identifie Hilduin comme étant l'abbé de Saint-Denis. Un petit phénomène intéressant concernant toujours la réception et l'interprétation du document par ce cartulaire ou le cartulariste ou les cartularistes concernés, c'est en fait ce dé ici, cette espèce de dé très développé qui, je pense, doit être un souvenir plus ou moins imitatif de ça, du début de la ruche qui suit Recognovi dans l'original. Une espèce de petite inclinaison de la tête ou un petit clin d'œil, plus ou moins direct, ça j'ai beaucoup de mal à le dire, vers l'original. Alors, sachant que ce même cartulaire E, pour d'autres documents, a un certain nombre de reproductions de signes graphiques nettement plus détaillées et développées que ça. Mais ici, non. Encore peut-être une espèce de surprise, parce que finalement, bon, rappelons que c'est, si on veut le prendre comme ça, la plus ancienne ou une des plus anciennes traces de Cluny comme, enfin, non seulement de Cluny soi-même, mais aussi de Cluny comme lieu du monastère et entrant dans la, si j'ose dire, dans la famille des futurs fondateurs. Donc finalement, on aurait peut-être pu s'attendre à ce que ça soit un petit peu plus valorisé, comme on dirait aujourd'hui, que ça. Ben, en fait, pas vraiment. L'étape suivante,
également la fin du Moyen-Âge ou du début de l'époque moderne, se trouve, là on est toujours à Cluny, dans un manuscrit qu'on désigne assez couramment sous le titre de Buller, et en fait de manière assez impropre, non seulement parce que le terme même de Buller peut être un peu difficile, mais enfin bon, ça c'est pas très grave, c'est pareil avec Cartulaire et ça ne nous empêche pas de nous en servir quand même, mais aussi parce qu'en fait, s'il y a des parties réelles de Buller ou de copies d'actes pontificaux, il y a également beaucoup de parties de documentation de nature tout à fait différente. Enfin, c'est un manuscrit qui est assez intéressant, un peu méconnu et c'est dommage. Et toujours est-il que dans ces parties initiales, justement, il semble vouloir s'attaquer un petit peu à l'histoire des débuts et de la préhistoire du monastère, au moins telle que retracée par la documentation à disposition. Et je pense que travaillant à partir notamment de compilations et des cartulaires à disposition, alors au moins des cartulaires A et B qui sont de la fin du XIe siècle et dont je vais par contre pas beaucoup parler aujourd'hui, et peut-être un petit peu C et je pense beaucoup E, a au début une succession de pièces qui serait un peu la préhistoire et la fondation de Cluny et son histoire précoce. Et ben là, la première pièce après l'introduction est justement ce document, cet acte de Louis le Pieux. Pardon. Encore plus intéressant, enfin, pour mon propos d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit ici, qui, je pense, doit être de la main de Don Le Michel, dont je reparlerai beaucoup plus abondamment tout à l'heure, qui signale que le document est imprimé et l'impression qu'il signale, c'est celle-là. La Bibliotheca Cluniacensis du début du XVIIe siècle, due à Martin Marier et André Duchesne. Et en fait, ça n'est pas, ça aussi c'est quelque chose d'assez intéressant, ça n'est pas, si j'ose dire, dans le corps du texte, mais dans les notes de Duchesne, dans une espèce de supplément. De manière générale d'ailleurs, la Bibliotheca Cluniacensis, qui reproduit un certain nombre d'actes, reproduit très peu, au fond, d'actes royaux ou impériaux, en tout cas quasi très très peu par rapport aux actes pontificaux. Ce qui, étant à Cluny, se comprend aussi, mais est assez notable. Et alors là, normalement, donc, on est chez Marier et Duchesne, il y a quelque chose qui doit frapper. C'est ça. Parce que si vous vous souvenez bien, ce monogramme, bah, il est nulle part sur l'original, ou alors c'est qu'il est très très bien caché, mais non. Et en fait, il n'est nulle part sur ce que Marier et Duchesne ont utilisé la plupart du temps, le cartulaire E. Donc on a, pour ainsi dire, un monogramme apocryphe qui vient se joindre à l'édition du document de 825.
Alors, d'où est-ce que ça peut bien venir? Question qui me semble entièrement légitime. Eh bien, en fait, à mon avis, ça vient aussi du cartulaire E, mais pas du bon document. En fait, ça vient de la transcription d'un acte de Louis l'Aveugle. Et là, vous voyez que c'est quand même vraiment à peu près exactement la même chose. On peut évidemment voir l'une ou l'autre petite différence entre les deux, mais enfin, ça se ressemble quand même vraiment beaucoup. Et en fait, l'acte en question est retranscrit un petit peu plus loin. Si je me souviens bien, l'acte de 825 doit être au folio 124, 125 par là, et l'acte de Louis l'Aveugle est au folio 129 ou 130. Donc, il semble que Marié et Duchesne, enfin Duchesne en l'occurrence, ait importé de manière un petit peu sauvage un monogramme d'un d'un acte différent de celui qu'il éditait. Monogramme qui, hors de plus, peut paraître un petit peu bizarre parce que justement, ça tombe bien, il y a d'autres actes de Louis l'Aveugle. Et enfin, je veux dire par là dans le acte uni. Et en fait, les trois originaux de Louis l'Aveugle ont des monogrammes qui ressemblent à ça. Ceci étant, alors malheureusement, évidemment, sinon j'aurais vérifié, l'original du document, enfin du diplôme de Louis l'Aveugle sur la copie duquel le monogramme est repris n'existe plus. Il y en a néanmoins une autre copie dans un autre cartulaire de Cluny de la fin du XIe siècle, le cartulaire C, et qui en fait ressemble quand même un petit peu à ça. Et je n'ai pas eu le loisir d'aller vérifier en profondeur si c'était une erreur clunisienne ou s'il y a bien un exemplaire du monogramme de Louis l'Aveugle qui ressemblerait tout de même à ça. Toujours est-il qu'on a une espèce de confusion assez, assez curieuse tout de même, parce que ça soit le bon monogramme ou pas, de toute façon, c'est quand même pas le bon acte pour ce monogramme-là. Donc, et en fait, je me suis même demandé s'il n'y avait pas une subtilité supplémentaire. Là, je vous ai mis affiché le début de la transcription de l'acte de Louis l'Aveugle duquel sort ce monogramme un petit peu interlope. Et si vous regardez bien, là, il y a un chiffre. Ce chiffre, en fait, on le retrouve ici. C'est celui qui était faux sur la bonne copie, pour ainsi dire. Et alors, je me suis demandé, mais évidemment, ça peut rester hypothétique, s'il n'y avait pas eu, à l'étape de numérotation sur le cartulaire, reprise ensuite ou entraînant la confusion aussi chez Marié et Duchesne, une confusion entre les deux documents parce que leur rubrique se ressemble un petit peu. L'acte de 825 a comme rubrique dans le cartulaire E, Donatio Hildeberti, etc. Et toujours dans ce cartulaire, pour l'acte d'où vient le monogramme, c'est une Carta Hildeberti. Et en fait, les noms se ressemblent un peu. Et je me demande s'il n'y aurait pas eu
une première confusion au moment de, disons, coter les dos des actes et de rapporter les numéros cartulaires, et qu'ensuite cette même confusion ait pu aussi jouer, pour ainsi dire indirectement, sur du chêne. Enfin, ou alors c'est un hasard, mais c'est un hasard qui tombe bien. Toujours est-il que, comme vous voyez, il y a une espèce de confusion qui, pour ainsi dire, enfin, étonne ou moi m'étonne, s'agissant, je le répète, de ce qui pour nous seraient finalement les documents les plus impressionnants et les plus prestigieux et tout ce qu'on veut. Et bon, enfin, vous allez voir, c'est le genre de choses que je vais répéter plusieurs fois. En fait, il y a une espèce de, on pourrait presque dire, de laisser-aller là-dessus qui est fondamentalement en soi, historiquement, je pense, tout à fait explicable, mais qui, de mon point de vue contemporain, est presque un peu frustrante. Alors, si on continue à essayer de suivre un petit peu cet acte-là, bon, il y a un certain nombre de copies modernes d'intéressantes manières par rapport à ce qui serait l'ordinaire de la matière clunisienne, de copies modernes qui, comment dire, ne suivent pas la voie habituelle. Notamment, il n'y a pas de copie de Lambert de Barille. Je rappelle dès maintenant que Lambert de Barille, c'est un avocat d'Autun qui a copié en masse des chartes clunisiennes entre 1770 et 1790 au service du cabinet des chartes, qui nous a laissé une masse documentaire extrêmement précieuse, dont je vous ai montré un premier exemple, bon, même si ce n'était pas le plus heureux en l'occurrence, et qui rend énormément de service. Ben là, justement, ce document-là n'est pas copié par Lambert de Barille. Ceci, sans doute, en fait, parce que Lambert de Barille avait vu que c'était déjà dans la Bibliotheca Cluniacensis et que donc, il s'était dispensé de refaire un travail qui, comme il existait déjà, ne lui était en fait pas demandé. Si on continue dans ce qui est manuscrit, ça c'est l'extrait correspondant de l'inventaire fait par Don Loquet des archives de Cluny en 1682. Alors, inventaire qui est d'une utilisation un petit peu difficile, enfin, oui, un petit peu difficile parce que, comme vous voyez, il est pas toujours facile à lire. Là, ça va encore, mais c'est pas toujours évident parce que le papier est très fin et que il y a des transparences partout. Ici, en tout cas, on voit assez bien pour constater que c'est bien le document dont il s'agit et que c'est très probablement le texte de cet inventaire qui a été soit reporté, soit peut-être même porté au même moment. Mon avis à moi, c'est plutôt reporté ultérieurement, mais c'est des choses qu'on peut discuter, dont on peut discuter au dos du document. Donc là, par contre, c'est, pour ainsi dire, un petit peu régulier, c'est dans les archives, c'est identifié comme étant dans les archives, et c'est dans l'inventaire. Alors, c'est dans l'inventaire, mais c'est une chose à laquelle je ferai allusion plus tard. Pour ainsi dire, ça n'y a pas toujours été, ou ça n'a pas forcément été repéré avant, si j'ose dire, archivistiquement parlant. Puisque là, pour l'instant, on a cette entrée d'inventaire de la fin du XVIIe et au début du XVIIe, une édition, mais à partir d'un cartulaire. Ce n'est pas tout à fait la même voie de connaissance du diplôme. Diplôme qui a eu par contre, ce qui en soi, pour le coup, n'est pas surprenant, une assez vaste fortune imprimée,
Ici, alors de nouveau chez Duchesne, dans son histoire généalogique de la maison de Vergy, qu'il présente comme extrait du cartulaire de l'abbaye de Cluny, je pense qu'il entend le cartulaire E. Et qui est, en fait, ça fait partie des preuves, et en fait, ça, le diplôme se retrouve comme ça dans un certain nombre de preuves. Il y a une chose qui me semble remarquable, même s'il ne faut pas la surinterpréter, c'est qu'il y a depuis cette strate, si j'ose dire, de Marié-Duchesne en 1614, des noms, des noms de lieux ou de personnes qui sont écrits en capitale. Et je me demande si ça n'est pas, alors là, c'est de toute façon le même éditeur, mais si la pratique, par moment, n'est pas effectivement influencée par cette première édition. Ceci étant, il n'y a évidemment pas que pour ce document que ça se fait, et ce n'est pas obligatoirement sur les mêmes noms. Ici, c'est Christophe Justel, l'histoire généalogique de la maison d'Auvergne. Et c'est pareil, l'Excartulario Monasteric Mugnacensis. Là, je pense qu'il s'est joyeusement inspiré soit de Duchesne dans un des deux d'avant, enfin qu'il a repris ça. Ici, on est chez Charles Lecointe, avec un petit détail intéressant, c'est que lui s'est certainement appuyé sur le cartulaire ou l'édition et le cartulaire, mais que très certainement, il a vu le cartulaire en question, ou au moins s'est débrouillé pour que quelqu'un le voie, parce que si vous voyez bien en haut à droite, il y a écrit Chartres ou Carthage, je ne sais pas, avec le numéro 145, et que il se trouve qu'en l'occurrence, c'est le bon numéro. Ou du moins, c'est le bon numéro du cartulaire, qui par contre n'était pas le bon numéro de l'achat. Évidemment, comme d'habitude, on passe par Mabillon. Qui, alors lui, évoque ici Cuius autographum in archivum cuniacensi aliquando legimus. Bon, en l'occurrence, ça ne veut pas, je pense, pas obligatoirement dire qu'il a vu l'original, mais peut-être que si quand même. En tout cas, il le reprend, et si j'ose dire, il le reprend bien, et il l'inscrit dans son récit des Acta Sanctorum OSB. Donc là, on est en 1685. Et pour un exemple supplémentaire, mais appuyé sur Mabillon, on a l'histoire de Bourgogne de Don Plancher, bien plus tard, en 1739, qui, je vous l'ai mis là parce qu'il y avait la place et que ça me permet de le rappeler, reprend également une autre pièce du petit dossier dont je vous parlais autour de l'échange concerné. Alors, ce qu'il y a quand même d'assez intéressant, à mon sens, dans toutes ces publications, c'est que finalement, je ne suis plus dans mes publications là, si on prend ça, ça sert de preuve généalogique. Là, si on prend ça, ça sert d'étape à des annales ecclésiastiques comme on peut en écrire un petit peu partout en Europe au XVIIe siècle.
Ici, c'est une histoire régionale. Et finalement, il y a dans ce petit choix que Mabillon qui le présente explicitement comme documentation du statut de Cluny avant, disons, l'intervention de Guillaume le Pieux. Alors, ça ne veut pas dire que ça soit absolument le seul à le faire. J'ai sans doute pas non plus vu toute la littérature qui s'en sert. Mais il est quand même frappant de voir qu'on a finalement un petit peu ici aussi, dans cette réception finalement extérieure à Cluny soi-même, hein, parce que tous ces gens-là, c'est des Mauristes. Alors les Mauristes ne sont pas vraiment extérieurs à Cluny, tant que Cluny et Saint-Maur ils font partie de la même congrégation, mais ce n'est pas non plus, si j'ose dire, cluniso-clunisien, et que en fait, là encore, on n'a pas aussi régulièrement que ça, un petit peu comme c'était le cas dans la tradition clunisienne ancienne, on n'a pas ce document-là aussi régulièrement que ce à quoi on aurait pu s'attendre, comme, disons, partie d'une fondation ou d'un récit des origines finalement. Et en fait, ça sert un petit peu à beaucoup de choses, mais presque pas forcément à l'histoire clunisienne. Et quand c'est de l'histoire clunisienne, c'est Mabillon. Mabillon est un génie, était un génie, c'est prouvé encore une fois. Attendez, j'essaie de discipliner voilà, mon ordinateur. Donc ça, c'est un premier cas. Alors, je vais vous remettre la tradition manuscrite et imprimée présentée par Theo Kölzer. C'est un premier cas finalement assez intéressant, qui est qu'en fait, on a un diplôme qui, d'une certaine manière, aurait eu tout ce qu'il fallait pour devenir une pièce absolument essentielle de toute construction historiographique ou mémorielle pour Cluny soi-même, qui en fait ne l'a pas vraiment été parce que finalement, c'est transmis que dans un seul cartulaire. Et comme on a vu, bon, pas plus mal que n'importe quoi d'autre, mais pas non plus avec un décorum particulier, que finalement, ça n'est que dans cette espèce de pseudo-bullaire, la fin du 15e, début 16e, que c'est intégré là-dedans, mais c'est un petit peu tard. Et quand finalement c'est repris dans l'histoire clunisienne, c'en est chez Marié Duchesne, dans la bibliothèque Capiniatzensis, finalement un peu à la marge en appendice dans des notes, et chez beaucoup d'autres érudits, en fait, pas tellement pour Cluny soi-même, sauf chez l'un ou l'autre. La tradition en copie, disons, médiévale et finalement en copie manuscrite moderne est finalement tout de même assez limitée, même si après, comme vous le voyez, la tradition, alors en régeste, est un petit peu plus vaste, et que la tradition imprimée se fait quand même, bon, quand même, c'est un acte de 825, c'est pas anormal, assez nombreuse, se trouvant même 2 fois chez Ligne et évidemment jusqu'à l'Artème. Donc, y compris pour quelque chose d'assez bien transmis, d'assez bien connu, finalement, on a quelques petites surprises. Et des confusions et un traitement qui est finalement pas toujours celui qu'on aurait pu attendre, ou du moins qui nous serait le plus évident. Alors, je vais passer maintenant à un deuxième cas, qui sera en l'occurrence beaucoup plus rapidement expédié. Celui-là. Ça, c'est un acte de Charles de Chauve, quand même,
qui donne à son fidèle Albert un lance à la Digrande. Là, ce coup-ci, il y a un monogramme. Bon. Et cet acte est transmis par le cartulaire C de l'abbaye, donc un cartulaire de la fin du XIe siècle qui contient surtout des actes impériaux, royaux et des actes pontificaux, et qui, dans certaines de ses parties, développe un faste de reproduction, ou du moins d'évocation des signes graphiques dont on trouve ici aucune trace. Et là encore, c'est tout. C'est tout. Et ça a longtemps été même la seule source d'impression. Pardon. Bernard Hebruel s'étant en fait appuyé sur la copie du cartulaire et pas sur l'original. Original, alors vous voyez que c'est une cote latin 11829 à la BN, c'est ce qu'on a appelé les résidus Saint-Germain. Donc c'est des choses qui ont, disons, transité par Saint-Germain-des-Prés et qui ont formé des collections un petit peu, encore aujourd'hui, un petit peu hétéroclites de documentation ancienne. Et voilà, en fait, il est resté à peu près inédit jusqu'à ce que Charles Jusselin, Charles, ce prénom m'échappe, Jusselin s'en occupe en 1908 dans un article du Moyen-Âge et qui soit après évidemment repris dans l'édition des Actes de Charles le Chauve. Mais en gros, toutes les strates érudites dont je vous ai parlé avant n'existent à peu près pas pour ce document-là. Et pourtant, ça devait bien être accuni, puisque ça a été repris dans un des cartulaires concernés. Et après ça, pour ainsi dire, mystère. Le document ne réémerge que très très tard. Au moins pour, en regard, si j'ose dire, de l'histoire documentaire, disons, un petit peu normale à Cluny, et ou de ce à quoi on aurait pu s'attendre. Pour continuer sur cette lancée, je voudrais maintenant me pencher sur un petit dossier. Là aussi, c'est une surprise, si j'ose dire, de la tradition clunisienne. C'est qu'il y a dans la collection de Bourgogne, dans le volume 76 et sous les numéros 8, 9 et 10, pas moins de 3 diplômes de l'île aveugle qui se suivent et qui sont toutes des donations de biens. Donc, en voici un. Ce diplôme est transmis par une copie partielle du cartulaire D de Cluny. Alors, le cartulaire D de Cluny, il date d'un peu après la moitié du XIIIe siècle. Et alors, c'est un manuscrit qui est un petit peu difficile parce il est incomplet. Il a sans doute été dérelié et mal relié. Et il n'a sans doute pas été terminé de toute façon. Ça ressemble en bonne partie à une tentative d'un abbé de reprendre pied documentairement. Enfin, c'est un petit peu. C'est un cartulaire pas facile, pour ainsi dire. Mais en tout cas, dans ces parties d'actes d'autorité souveraine, il y a, entre autres, une copie partielle de ce document-là, de l'aveugle. Alors ici, on voit sans aucun après.
Et par contre, il a été repris, lui, par Lambert de Barive, ici en 1773. Lambert de Barive qui a fait, en fait du Lambert de Barive en l'occurrence, c'est-à-dire que sa copie est tout de même assez précise, enfin très précise, qu'il s'applique à reproduire un certain nombre de signes graphiques, qui donne la date de sa copie, alors je ne l'ai pas reproduite là, qui met très précisément tous ces tirets. Vous voyez ici l'armoire intitulée Abbaye de Cluny, layette portant pour inscription Fondation de l'Abbaye de Cluny, et que par contre, il se trompe un petit peu sur le loup dont il s'agit, puisqu'il commence par nous parler de Louis le Pieux, ici dans son analyse, et ça a été barré plus tard, peut-être au cabinet des chartes soi-même. Et c'est quelque chose dont on entend par contre parler un petit peu avant, au milieu du XVIIe siècle. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Mais en fait, ça, c'est une entrée de la main de Don de Michel qui correspond à ce document-là. Et si je vous montre ici la tradition, le tableau de la tradition donné dans l'édition des Actes de France, donc vous voyez les copies dont je viens de vous parler, ainsi que ici des choses qui sortent de la collection Baluse et notamment de copies D et E, les latins 54-59 et que je dis pas de bêtises, 17087, en fait, sont des copies du cartulaire D. Et sans doute par là, c'est et par le cartulaire D aussi, c'est arrivé chez Chifflet. Et après, bon, c'était également resté un petit peu inédit pendant un bon moment. Si je passe à l'exemple suivant, donc au numéro 8, donc encore des donations de Louis l'Aveugle, au même fidèle, là c'est plus les Antiquia. On en a une copie dans le cartulaire C, ici, avec une petite reproduction du monogramme, qui est pas mal. Bon, là l'image est un peu pâle, mais ça correspond plus ou moins. On le retrouve dans les cartulaires D et E. Alors, dans le cartulaire D, ce qui est assez amusant, c'est que les littérés elongatés des premières lignes ont un petit peu perturbé, sans doute, et le début de l'invocation est faux, en fait. Ils se sont trompés, ils en ont mis une autre. C'est pour ça qu'il y a écrit un vacat ici, parce qu'en fait, c'est pas vrai. La copie du cartulaire E, donc milieu XIIIe siècle, fin XIIIe siècle, et alors, pour le texte, franchement pas très bonne, il faut bien dire, donne, elle, ici, une reproduction du monogramme. Donc là, on est passé, si j'ose dire, de 1 à 3 copies cartulaires. On retrouve Lambert de Barive, fin du XVIIIe siècle, à peu près au même moment qu'il a copié l'autre diplôme de Louis l'Aveugle dont j'ai parlé parce qu'ils étaient visiblement rangés ensemble. Ici, bon, il se trompe encore de Louis, mais c'est pas grave, si j'ose dire, avec les mêmes caractéristiques et même une jolie reproduction du sceau de l'époque, qu'il a d'ailleurs peut-être fait faire que fait lui-même. Et ici, du reste, quelqu'un lui signale que d'abord, ça a été imprimé dans mon bouquet, bon, très bien, et que, attention,
la date du diplôme qui fait quand même bien voir que c'est du aveugle, montre bien que, etc. Donc avec des commentaires en plus qui ont été rajoutés après. Et si je vous remontre ici aussi, disons, l'ampleur des traditions, donc vous voyez les copies dont on vient de parler, plus, encore une fois, les mêmes copies chez Baluse et ensuite des impressions, le recueil des historiens de la France, Bernard Noël, etc. Alors là encore, on a une irrégularité qui peut un petit peu surprendre, enfin qui moi me surprend et continue à me surprendre, même si je sais qu'elle ne devrait peut-être pas tant que ça, mais qui me surprend quand même, parce que je ne vois pas de raison a priori ni d'explication valable à l'irrégularité de la situation médiévale. C'est-à-dire que je ne comprends pas pourquoi celui-là a été copié dans 3 cartulaires, alors que celui d'avant a été copié que dans un. Et ça, alors c'est les exemples robertiens rudolfiens, si j'ose dire, dont je ne vous parlerai pas en détail. Ça se trouve ailleurs aussi, et c'est quelque chose enfin, qui est un peu bizarre. Il y a par exemple un diplôme de Raoul de Bourgogne qui concerne des donations qui ont quand même l'air pas absolument essentielles, qui est reproduit pareil dans tous les cartulaires et encore après, et qui ensuite trouve le chemin vers un certain nombre de reproductions, et qui, à Cluny même, a visiblement servi de modèle pour l'établissement par le bénéficiaire d'un acte de Robert II, enfin, qui a une histoire absolument monstrueuse, bon, tout en ne concernant finalement que quelques donations, alors qu'une confirmation générale des biens par le même Raoul est présente dans un cartulaire. Et puis, c'est tout. Et là, c'est un peu du même genre de phénomène qu'il s'agit, c'est-à-dire qu'il y a l'histoire ancienne de la reprise dans les différents cartulaires et ensuite, éventuellement, dans les instruments de travail qui ont été développés à Cluny est toujours très irrégulière et irrégulière selon des critères que je dois dire, je n'arrive pas forcément à retrouver et alors sur lesquels je me permettrai peut-être quelques hypothèses un petit peu plus tard. Toujours est-il que c'est quand même quelque chose de très important parce que cette tradition ancienne me semble avoir conditionné en grande partie la réception des documents à Cluny peut-être, et peut-être encore plus qu'à Cluny, ailleurs qu'à Cluny, dans le sens où j'ai l'impression que celle-ci repose énormément sur le cartulaire E et sur le cartulaire D. Ce qui peut s'expliquer par un certain nombre de raisons. Alors, le cartulaire E, parce que de toute façon, c'est celui qui avait servi, dans un certain nombre de cas, à Marié et Duchesne pour la Bibliotheca Cluniacensis. Ce qui provoquerait, pour ainsi dire, un espèce d'engouffrement documentaire dans cette voie-là. Le cartulaire D, parce que pendant toute une période de temps, qui est en fait assez essentielle pour ce dont il s'agit ici, en fait, il n'était pas à Cluny. Il s'est trouvé chez Bouillet, il s'est trouvé voyager chez Baluse qui l'a copié. Et donc, en gros, il a sans doute disparu pendant les guerres de religion avant de réintégrer Cluny à la fin du XVIIe siècle.
Et donc, pendant toute cette période absolument essentielle à la construction de la réception moderne de la documentation, en tout cas tunisienne, en fait, il n'était pas puni. Et donc, il pouvait servir à pas mal de gens à être copié et à connaître de la documentation ailleurs, peut-être, si j'ose dire, de manière plus large que s'il était resté où il était. Le cartulaire E de plus, et comme on l'a vu, comme vous l'avez vu tout à l'heure sans doute, j'aurais envie de dire bien lisible, et même si son texte n'est pas très long, j'aurais presque envie de dire qu'il présente bien et qu'il est sans doute d'un usage assez aisé, contrairement sans doute à d'autres sources. Alors, pour développer un petit peu ce point-là, je vais maintenant me pencher sur un manuscrit que j'avais déjà évoqué la dernière fois et sur lequel je vais revenir un petit peu plus maintenant, même si c'est toujours pas autant qu'il le faudrait. Le manuscrit latin 12823, manuscrit de Saint-Germain-des-Prés, qui contient des notes diverses et variées d'un certain nombre d'érudits, dont le Michel, dont resté célèbre pour avoir peut-être essayé par voie de factotum de dérober des manuscrits à Cluny. En tout cas, il y a eu un conflit, et qui en tout cas était à Cluny dans les années 1644-1645, et il a pris énormément de notes sur la documentation qu'il y a trouvée. Et ces notes me semblent, pour le genre de sujet dont il est ici question, assez révélatrices, même si elles ont été pour moi assez décevantes au premier abord. Alors, parce qu'évidemment, moi, j'ai essayé de les parcourir en essayant d'y retrouver la trace des documents, des diplômes carolingiens dont je vous ai parlé. Et si vous vous souvenez bien, j'en ai trouvé un. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y en avait pas qui ne sont pas ailleurs parce que ce n'est pas un manuscrit facile. Enfin, ça a pu m'échapper. Mais pour le moment, c'est pas ce que je vais faire. J'en ai trouvé un. Donc, ces notes, à quoi ça ressemble? Ben, à premier abord, ça ressemble à ça. C'est-à-dire à une suite on pourrait presque dire de regestes rapides, pris sur des ensembles qu'il décrit en général assez peu. Ici, pardon. On est dans une partie de copie de charte originale, c'est écrit au-dessus, ex antiquis cartis originalimus. Et comme vous voyez, rien qu'aux dates, ça a quand même pas l'air extrêmement régulier tout ça. Hein. C'est-à-dire qu'on passe, vous voyez, de 1262, 956, 1235. Et lui-même a l'air de prendre des notes très rapides sur des ensembles. Alors voilà, je reprends la description qu'il a faite d'un des diplômes de Ludovic, hein. Ludovicus Imperator, filius suo Carolo, dedit aliqua mancitia, tertio nonas Iunii, imperii annuitissimo tertio, Alexander Archicancellarius nominatur, datum Vienna. Bon. Et vous voyez déjà, lui aussi, un petit peu tendance à peut-être à mettre l'acte dans des cadres préconçus, parce qu'en fait, il donne, si vous, en fait, l'acte ne donne pas des mancipia à Charles, il donne des mancipia à un certain bon Gounous à la requête de Charles. Donc, il a peut-être été aussi un petit peu vite. Il note
Donc c'est celui-là. Il note un petit peu à la volée des choses comme ça, qui, moi, alors, je vais peut-être couper un peu fort. Ah, pardon. Iturimis carticistis antiquissimis imperatores nominantur, Lotarius rex francorum, qui regere incepit anno nungentesimum quinquagesimo tertio vel quinquagesimo quarto, item paterius Ludovicus et Carolus simplex, qui dedicet nomen retinebant, et si imperium perdidissent. Donc en fait, il ne comprend pas, enfin, il comprend pas très bien pourquoi tous ces gens sont appelés empereurs alors que lui, en fait, l'empire quand même, ils ont perdu. Il y a visiblement trouvé quand même des choses à copier un petit peu plus largement. Ici, bah, c'est justement, c'est Ève donnant Cluny à son frère. Et en fait, bah, l'acte existe encore. Et de manière générale, alors ça, c'est plus dans le Michel, les gens qui sont intervenus se sont quand même un petit peu intéressés aux documents, voire même à reproduire des signes graphiques. Alors, ça, c'est assez rare dans le recueil, mais ça arrive. Donc, en fait, on a une impression un petit peu curieuse de notre prise un peu à la volée sur une masse documentaire dont ils ne savaient pas très bien quoi faire. Et en fait, il y a des choses qui me semblent confirmer cette première impression. Alors, il n'a pas pris des notes que sur les chartes originales. Il en a aussi, et peut-être surtout, pris sur des recueils. Ici, un cartulaire qui, en fait, est pour nous le cartulaire A de Cluny, qui forme avec le cartulaire B un ensemble de la deuxième moitié du XIe siècle, reprenant principalement, mais pas seulement, des actes privés, avec quelques passages historiographiques, si on veut, en début de recueil, et qui fait une espèce de pendant au cartulaire C de la même époque, cartulaire C avec lequel il forme peut-être un projet unique, qui, comme je vous le disais, comporte surtout des actes impériaux, royaux ou pontificaux. Et en fait, dans ce cartulaire, c'est pareil. On a l'impression qu'il feuillette le cartulaire, qu'il prend des notes à la volée, acte par acte, et un petit peu dans l'ordre. Il numérote les actes, ce n'est pas toujours facile à suivre d'ailleurs, enfin, il le fait. Et il y a des notes tout autour qui peuvent être ajoutées en même temps après, enfin, c'est un petit peu compliqué. Si on se retourne vers les chartes originales, ce qui est intéressant, c'est la fin. En fait, quand il a fini avec un ensemble, il y a une espèce de colophon, si j'ose dire, ou de titre final qui marque la fin de ce qu'il a, des notes qu'il a prises. Et là, en l'occurrence, c'est pas très gentil. Carte ex confusa congerie vetustissimarum cartarum quas a recentioris secretas addixerant qui cartophilatii coram anterac gesserim. C'est-à-dire qu'il nous dit carrément que ce qui précède et ce dont était extrait, par exemple, cette espèce de petit geste un peu foutif de Louis Laveugle, c'est des chartes issues d'une congérièse, d'un tas confus de chartes très anciennes que les gens qui avaient la charge des archives clunisiennes avant ont décidé de séparer des plus récentes. Donc voilà, en gros, il a devant lui un tas confus. Ce qui évidemment n'est pas très encourageant.
quand il parle d'un cartulaire qui, en fait, est le cartulaire C, il écrit ex vetustissimo cartulario quonici longentius commodavit in quo pontificum summorum et regum multa diplomata usque ad annum, etc. continentum. Donc, on apprend que c'est un vieux cartulaire. Il y a une note ici en marge qui dit carrette au périmento, ce qui veut certainement dire qu'il n'y a pas de couverture ou que la reliure est abîmée. Visiblement, c'est quelqu'un qui le lui a prêté communiqué. Et en fait, plus tard, dans les titres courants, il dit toujours le cartulaire de Don Gentil. Ce qui semble indiquer que ce cartulaire, c'est à la moitié du XVIIe siècle, était peut-être bien d'un accès assez difficile, peut-être bien pas en très bon état, et peut-être bien pas aisément communicable. Et vu que les relations à l'époque entre Don Le Michel et les Clunisiens, et de manière générale entre les Mauristes et les Clunisiens, étaient quand même pas excellentes, on peut imaginer qu'il y ait derrière tout ça aussi un certain nombre de tensions sur la communication documentaire ou de peu d'envie de communiquer les choses. Don Le Michel, alors ne parlons pas forcément de Chartres, a écrit une lettre restée célèbre dans les études clunisiennes à Mondachéry, où il dit en gros que les moines de Cluny sont comme les chiens qui ne mangent pas d'avoine, mais qui veulent quand même empêcher ceux qui aiment ça d'en manger. Et ça donne un petit peu l'impression que, d'une part, les documents originaux étaient peut-être pas très très bien conservés pour beaucoup d'entre eux, en tout cas les originaux anciens, et qu'ils étaient dans un désordre qui ne m'étonne pas parce que ça date sans doute au moins du début du XVIe siècle, voire d'avant, que s'agissant des cartulaires, au moins pour le cartulaire C, c'était peut-être quand même pas très facile à avoir, qu'il n'y a rien de particulier que j'ai vu de ce genre-là pour les cartulaires A et B, mais en même temps, vu la manière dont il prend ses notes dessus, c'est peut-être bien un petit peu la même chose. Et donc, si j'ose dire, d'une certaine manière, il serait resté au cours du XVIIe siècle pour communication aisée, que les excusez-moi, que les cartulaires D et E. Alors, j'imagine et je reconstitue, mais je peux imaginer peut-être donc un cartulaire D circulant un petit peu, donc étant connu, copié et pouvant servir de source finalement assez aisément. Un cartulaire E ayant servi pour la Bibliotheca Cluniacensis au début du XVIIe siècle et servant peut-être bien d'objet de consultation principale à la fois pour les moines et pour les extérieurs. Et puis, des cartulaires A, B et C à cette époque-là difficiles d'accès. Des documents originaux, au moins anciens, en désordre et peut-être pas très facile d'accès non plus, ce qui aurait freiné, dans un premier temps, leur mise à disposition ou leur prise, leur connaissance par le monde érudit, disons à peu près dans les années 1780, au moment où Don Loquet doit sans doute remettre les archives en ordre, au moins en partie, où Don Mabillon visite les archives de Cluny et en fait les plus grands éloges, aussi pour ce qui est de l'ordre des locaux, de tout ce qui va bien.
et au moment où Don Loquet va établir l'inventaire dont je vous ai montré une image tout à l'heure. Et que sur cette base, alors avec peut-être encore des transformations ensuite, Lambert de Barive ait pu travailler. Lambert de Barive qui, par ailleurs, fait parfois état de quelques petites difficultés de consultation, mais absolument rien de comparable à ce que ça pouvait être chez Don de Michel. Et Lambert de Paris, qui par contre a visiblement pu voir tous les cartulaires qu'il voulait puisqu'il y a pris des notes abondantes, a pu voir tous les originaux qu'il voulait parce qu'il y a pris des notes abondantes, mais Lambert de Paris qui a aussi travaillé entre 1770 et 1790, donc si j'ose dire à la fin de la période de réception des documents. Sans compter qu'il n'est pas dit que un certain nombre des problèmes auxquels je faisais allusion pour les documents originaux anciens et tous étaient réglés, parce que Lambert de Barive lui-même fait allusion à pour la fin du XVIIIe siècle, à des malles dans lesquels il y a de la documentation ancienne sans ordre. Et je pense que c'est là un des facteurs qui explique ces irrégularités de transmission et d'abondance de la transmission de cette documentation royale ou impériale ancienne desquelles je parlais, c'est qu'en fait, non seulement la réception médiévale ou la transmission médiévale a été irrégulière, mais cette transmission médiévale a été absolument essentielle pour au moins les premières impulsions de réception moderne. Donc celles qui finalement auront porté le plus tôt et sans doute le plus longtemps leurs fruits. Or, cette transmission et sans doute cette réception médiévale se fait donc sur des critères que je dois dire, je répète, je n'explique pas bien. Je me suis demandé si dans un certain nombre de cas, il ne fallait pas imaginer un contexte local plus important que ce qui peut nous apparaître maintenant. Qui expliquerait que des donations, confirmations de donations qui n'ont pas l'air si importantes que ça, ou plus importantes que d'autres, soient l'objet d'une transmission abondante, tandis que d'autres restent un petit peu en souffrance. Je m'étais même demandé, mais dans un cas particulier, celui que je n'ai pas développé et duquel je vous parlais, dans le cas de Raoul et de cette confirmation générale moins transmise que ce qui concernait des biens et des dîmes assez particulières, si en fait, ce n'est pas parce que d'une certaine manière, la confirmation générale servait pas trop au Moyen-Âge dans la mesure où elle était concurrencée par des confirmations pontificales, tandis que les donations plus précises documentaient finalement des droits et une implantation aux endroits concernés de manière plus fine que ce que la documentation pontificale en question pouvait faire. Cette éventuelle opposition entre documentation royale et pontificale peut d'ailleurs également valoir pour la réception moderne. Il ne faut pas oublier que la Bibliotheca Cluniacensis donne beaucoup plus de documents pontificaux que de documents d'autre nature et que à la fin du XVIIe siècle, c'est bien un Bularium Cluniacense qui sera publié par un jésuite, certes, le père Simon. Et que dans un certain nombre de cas, au moins ce qui est juridique et ce qui est toute une partie de la mémoire clunisienne, on a
en plus des phénomènes de tradition et des phénomènes mécaniques de tradition, aussi sans doute des phénomènes culturels d'importance relative, des sources, disons, de droit et de légitimité. Toujours est-il que, et c'est une chose que j'aimerais bien pouvoir confirmer ou infirmer de manière un petit peu plus précise, j'ai véritablement l'impression que dans les premiers temps de la transmission documentaire vers l'époque moderne, ce sont vraiment ces cartulaires D et E qui jouent une espèce de rôle de pivot, tandis que les originaux et les cartulaires plus récents joueront un rôle plus important, éventuellement médiatisé par les copies de Lambert de Barille, pour commencer à la fin du XVIIIe siècle, et en fait, surtout, après, plus tard, à partir de la fin du XIXe. Mais ça, c'est sans doute encore une autre histoire. Je crois qu'il doit être temps que je m'arrête. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Et si quelque chose n'est pas clair, n'hésitez pas à me le dire. Merci beaucoup, Sébastien. C'était passionnant et ça montrait bien l'intérêt d'aller très loin dans les détails pour comprendre au mieux effectivement ces phénomènes de réception à plusieurs niveaux en fait, hein, puisque tu as bien souligné cette irrégularité médiévale qui pèse ensuite sur la réception moderne. Moi, j'étais particulièrement bluffé par le coup du monogramme des pères Marie et Duchesne. Là, j'avoue que ça fait ma soirée. Alors, j'ouvre la discussion. Donc, n'hésitez pas à vous signaler. Vous avez un bouton de réaction. Vous pouvez lever la main. Peut-être qu'il faut que j'attaque les questions. Est-ce qu'il y a, bon, je sais bien que de toute façon à Cluny, il y a déjà un énorme dossier de copies érudites, mais est-ce qu'on a des choses dans les fonds judiciaires modernes? C'est-à-dire, est-ce qu'on a des utilisations repérables de ces documents dans des procès Alors, j'en ai, je crois, pas vu directement dans des procès. Par contre, il y a des documents, mais pas ceux dont j'ai parlé aujourd'hui, qui ont servi à essayer de reconstituer les mémoriaux de la Chambre des comptes. Il y a des actes de Raoul qui se sont trouvés copiés en 1588. en 1588? En 1588, Ah, d'accord. pardon. Non, non, Et c'est bon. dans les années 1740. Ouais, d'accord. Avec, d'ailleurs, c'est écrit très explicitement dessus ou sur les copies que ça a été recopié. Voilà. Je pense qu'il y en a qui ont pu servir à des procès, mais je dois dire que je ne l'ai pas vu. Ouais. Ok. Mais pas ceux dont j'ai parlé aujourd'hui, par contre. Ouais. Ok. Et Oui, Sandrine? Je vais revenir sur le monogramme, mais avant, je voulais te remercier parce que je trouve qu'on voit vraiment comment les logiques d'usage et les logiques de conservation s'articulent et finalement construisent la tradition et les exploitations du texte. C'était vraiment un exemple que j'ai trouvé lumineux, justement parce que tu es vraiment rentré dans la mécanique de chaque texte. C'était une enquête que j'ai vraiment trouvée passionnante. Pour le fameux monogramme imprimé, je me demandais en fait si tu savais comment ces livres étaient imprimés, qui les imprimait techniquement. Parce que moi, quand j'ai vu cette histoire de monogramme qui est sur un acte qui n'est pas le bon, mais qui a le même nom qui apparaît en début d'acte, le tout premier truc auquel j'ai pensé, c'est que ça n'a pas dû être imprimé au même endroit, au même moment, pardon. Parce que, sauf erreur de ma part, le monogramme à cette époque-là, ça doit être un bois gravé
et pas des caractères en métallique, et qu'on ne pouvait pas complètement exclure non plus dans les hypothèses une erreur d'impression qui n'aurait pas été repérée ensuite dans les relectures, ce qui, du coup, peut laisser supposer effectivement que ce n'est pas la partie qu'ils ont relue le plus attentivement. Mais je pense que la boulette, si j'ose dire, elle peut aussi être à ce moment-là. Alors, ce qu'il y a, mais c'est vrai qu'il faudrait du coup vérifier sur le reste, c'est que ça implique qu'il y ait eu la place pour le monogramme. Parce que l'original n'en a pas de toute façon. Oui, mais comment est-ce que les vrai, épreuves ont été transmises, si tu veux? Si tu peux imaginer très matériellement des feuillets et un dessin et un transfert d'une page à l'autre. Et ensuite, il a bien fallu composer. Quelqu'un a composé, et je ne pense pas que ce soit Marais, et... j'ai oublié son nom, je suis désolée, qui ait fait la composition. Donc, est-ce que c'est pas à ce moment-là que... Enfin, en tout cas, il me semble qu'il y a la place pour une erreur à ce moment-là. C'est pas complètement impossible un transfert d'illustration d'une page à l'autre au moment de la composition. En particulier, si c'est pas un atelier qui est à l'intérieur de l'abbaye, si c'est pas des presses spécialisées, et donc si la personne qui fait la composition voit ça comme une illustration et pas comme un élément du texte. Et c'est là que ça serait vraiment intéressant de savoir. Moi, je ne connais pas du tout le contexte, mais tout ça, ce sont des transferts de support, et ça implique la présence d'un personnel spécialisé technique qu'on connaît finalement assez mal et qui peut jouer, à mon avis, un rôle de positif ou négatif. En fait, quand il joue un rôle, c'est généralement un rôle négatif, mais là, c'était juste une hypothèse, une piste peut-être. Est-ce que la phrase que commence par le point de départ, elle est légitime? On ne pourrait pas la passer dans la... Jean? Ah, j'entends rien, moi. Oui. On tape à Jean. Là, vous m'avez? Oui. Vous m'entendez, ça va un peu mieux? Oui, oui, très bien. J'enlève mon casque parce que c'est moi qui vous entends plus du coup. Merci Sébastien pour cette intervention. J'ai essayé de prendre des notes et d'être attentif. C'était vraiment extraordinairement riche. Je voulais juste revenir un petit peu, donc on va mettre de côté 5 minutes les usages modernes de l'écrit. Je vais revenir sur ces premières pièces tunisiennes que tu as présentées au début, et notamment l'échange entre Île-de-Balle des Varins et puis la confirmation par Louis Le Pieux. Simplement, alors, deux questions. Alors, la première, en fait, comment ces actes sont-ils restés à Cluny? Une question de tradition, mais antérieure à la fondation de Cluny, avec cette interrogation de Mabillon qui parle du statut du Cénobium, du monastère à cette époque-là. Comment on peut l'expliquer a posteriori, même si, bon, j'imagine qu'on n'a pas beaucoup d'éléments pour pouvoir y répondre. Et puis aussi, est-ce que, pour revenir un petit peu sur ce magnifique précepte de Louis Le Pieux dont tu as montré une photo, j'avais commandé une copie à la bibliothèque de Reims de ce précepte. Hein. Moi, j'en ai une beaucoup moins jolie. Elle m'avait fait un tirage un petit peu maison sur un imprimé A3. Donc, si je m'abuse, il est dans le fond Tarbé, dans la bibliothèque de Reims, de Proper Tarbé, à ne pas confondre avec Théodore Tarbé de Sens. Est-ce que tu sais comment il est, parce que moi, je n'ai pas pu mener l'enquête au-delà, comment il est arrivé dans cette collection, dans la bibliothèque de Reims? Du coup, je te remercie pour essayer de répondre à mes questions. En fait, il ne faut pas trop me remercier parce que je pense que je ne vais pas avoir de réponse très, très satisfaisante à donner. Alors, pour la manière dont il s'est retrouvé à Cluny, la plus logique serait qu'il ait suivi la Terre. D'accord. Et La villa, comme on y mène, ça... Et du coup, on pourrait conclure qu'il y a des dépôts d'archives dans la villa antérieure. Peut-être, mais une continuité archivistique entre la structure. Ça a été conservé jusqu'à arriver à Guillaume Le Pieux et puis aux abbés. Enfin, c'est une possibilité. C'est vrai que ça serait un élément qui pourrait renforcer la thèse de la continuité, si j'ose dire,
clunisienne pré-910 et d'une préhistoire peut-être un petit peu plus ferme que ce qu'on a pensé. D'accord, merci. Mais bon, ça, c'est-à-dire qu'effectivement, on peut peut-être voire même imaginer qu'il y ait eu quelque chose d'institutionnellement assez fort pour que ça reste. Mais on peut aussi imaginer bêtement que ça ait suivi les comptes, si j'ose dire, jusqu'à arriver à la fondation. Pour les autres documents sur l'échange, ben en fait, j'en sais rien. C'est des choses dont on a en tradition tardive. Et c'est à peu près tout. C'est transmis par ALU. Il y a 2 documents, je crois, qui sont, et pour lesquels, sauf erreur de ma part, il n'y a pas vraiment d'étape ancienne, ni même d'étape manuscrite vraiment ancienne qu'on puisse retrouver. Ceci dit, je dois reconnaître aussi que ce n'est pas ce que je connais le mieux dans la matière clunisienne. Je me suis, disons, plus intéressé à partir du 10e qu'à Cluny tout avant, où c'est extrêmement compliqué. Pour la manière dont ça s'est retrouvé à Reims, si j'ai bien compris, mais je n'ai fait que regarder très rapidement, le fonds dont il s'agit est un fonds d'érudits. Et je soupçonne très très fort que ce document restait à Cluny, comme le montrent les marques, au moins jusqu'à la fin du XVIIe et sans doute du XVIIIe. Et comme beaucoup d'autres documents clunisiens étaient dispersés ici et là et qu'il l'ait acheté à un moment et que ce soit arrivé avec le reste de sa collection à Reims, comme il y a d'autres choses qui sont arrivées en Angleterre et comme un certain nombre des collections qui sont actuellement à l'ABN ont été rachetées de privés. Oui, qui sont même C'est-à-dire supposément. qu'en fait, on s'en aperçoit plus parce qu'on a l'habitude, mais même la concentration clunisienne à la Bibliothèque nationale est en fait assez artificielle et provient d'une dispersion et d'une appropriation assez brutale des fonds clunisiens par les autorités centrales à la fin du 19e d'ailleurs. Oui, c'est Isabelle Vernu a écrit un article tout à fait passionnant là-dessus, où on voit vraiment comment, à partir d'un moment, tous les gens autour de l'ABN et de l'école des chartes font tout pour dire qu'à Cluny et là-bas, ils ne savent pas s'occuper des documents, qu'il faut tout rapatrier absolument. Enfin, c'est quelque chose d'assez dur et voire même caricatural et qui est allé jusqu'à des démolitions par voie de compte-rendu dans la BEC, dans la revue Bibliothèque de l'École des Chartes, je veux dire, d'entreprises qui étaient liées au contexte local. Enfin, on va dire qu'un certain nombre de décennies après, c'est rigolo à voir, mais en fait, c'est même assez écœurant, en vrai, par moment. Enfin, je trouve, même si après, il faut reconnaître que Bernard et Beuven ont bien édité les chartes. Mais enfin, toute la préhistoire de ça est quand même pas. La préhistoire et le début de l'histoire de tout ça, c'est quand même pas particulièrement glorieux. Juste à propos de savoir s'il y avait une institution un peu solide, je ne me souviens plus, il y a une église déjà avant la fondation ou pas dans la Voilà, villa? il y a possiblement, sans doute, peut-être une église, éventuellement déjà dédiée à Saint-Pierre-et-Paul. Parce qu'à mon avis, Et ça suffit, hein. Moi, j'ai un dossier, alors qu'il faudrait que je prenne le temps de publier. Alors, on est un siècle plus tard, mais en Velay, où c'est une simple église paroissiale et elle a manifestement conservé 5 ou 6 chartes de donation du Xe siècle, qui sont ensuite passées au prieuré clunisien qui est créé au milieu du XIe siècle. Et c'est comme ça que ça s'est retrouvé dans les archives de Cluny où les a copiés Lambert de Barif, quoi. Le dossier de Euh, Grazac. ouais, c'est le dossier de Grazac, ouais. Et on a 5, 6 chartes du Xe siècle qui sont vraiment des donations à l'église du lieu. Et manifestement, il n'y a rien. Enfin, il n'y a rien. Si, il y a l'église avec son prêtre desservant. Voilà. Donc, en fait, ça veut dire que ces églises rurales étaient susceptibles de conserver des documents qui touchaient à leur patrimoine, quoi.
Je peux poser une dernière question à Sébastien? Oui, oui, Je ne vas-y. peux pas accaparer la parole, mais c'est simplement pour... j'ai bien aimé sur la fin de la conclusion, quand tu nous expliquais qu'en fait, il y avait quand même une sorte de matrice de la manipulation documentaire médiévale qui allait s'imprimer et conditionner largement la diffusion des textes à l'époque moderne. Avec, donc, déjà, les choses... il fallait remonter à l'époque médiévale et un petit peu à l'utilisation de ces archives pour comprendre après tout ce qui allait en être fait après. Bah, tu parlais un petit peu de grains documentaires, notamment avec le cas de Raoul, hein, pour la concurrence entre la documentation royale et la documentation papale, ce qu'il comprend en plus dans le cas de Clunisien avec l'exemption, l'histoire de l'exemption de Cluny. Simplement, dans les actes qu'on mentionnait, là, notamment l'échange de Beau et de Varin, et puis après sa confirmation, on a un des lieux-dits qui s'appelle Lidvineis et dans d'autres leçons, Lidvinias. Et directement, en fait, on peut essayer de chercher ce lieu, on ne le trouvera pas, parce que l'idée, c'est la référence au procès, et je pense, et de pièces de vigne, en fait, qui font l'objet d'une procédure. Donc tout ça pour revenir un petit peu sur les motivations de la compilation médiévale, je pense qu'il y a des questions de droit, hein, des questions probatoires derrière, hein, souvent, sur l'utilisation et le recours qu'on peut avoir sur les archives, et qui expliquent déjà, donc du coup, qu'on les compile préférentiellement au sein des cartulaires. Il n'y a pas que une vue positiviste, archivistique. On est vraiment dans une époque où on essaye de soutenir des droits avec le... Enfin, il me semble. Hein. Voilà, c'était juste une petite remarque. Oui, mais je pense qu'il y a aussi des moments, ça c'est peut-être spécifiquement tunisien aussi, hein, mais il y a des moments, par exemple à celui du cartulaire D, où on a un petit peu l'impression enfin, d'une maîtrise toute relative de la documentation. Je crois que je dois toujours partager mon écran. Et ce qui m'arrive, je ne sais plus si c'était dans ce que j'ai montré. Ici, là-haut, il y a un grand 5 qui indique que c'est la cinquième carta de Louis. Mais en fait, ils ont compté tous les Louis ensemble. C'est-à-dire que ça arrive à plusieurs reprises. C'est pareil avec Henri, où on passe sans coup férir des empereurs au roi d'Angleterre, et tout ça, c'est compté pareil. Alors, je ne veux pas dire non plus qu'ils confondaient tous ces gens-là, mais qu'en tout cas, ils avaient quand même de temps en temps un système de repérage peut-être un peu plus, et que je pense qu'il faut aussi des fois compter avec l'idée qu'ils s'affrontaient à une documentation qui leur donnait un petit peu de mal. Et je pense, bon, mais ça c'est pour plus tard, que de toute façon, c'est à partir de la fin du XVe siècle, au moins sans doute, c'est une des données de l'archivistique tunisienne, c'est qu'il y a une avalanche de documents et que personne ne sait bien comment s'y prendre. Et qu'en fait, c'est sans doute encore pareil, même quand nous, on a l'impression que c'est rangé à la fin du XVIIIe. C'est-à-dire qu'il y a aussi ça, je pense, qui joue au bout d'un moment, c'est qu'il y a aussi simplement du désordre et des choses dont on ne sait pas bien quoi faire. Mais oui, effectivement, et justement pour ces droits peut-être très locaux, la piste judiciaire, ou au moins la conscience judiciaire, est sans doute quelque chose d'important. C'est-à-dire qu'on a aussi très, très bien pu se dire, même si finalement, ce n'était pas un dossier brûlant, ah mais oui, mais là, ça parle de ça, finalement, on n'a rien là-dessus, donc on va peut-être le garder un petit peu précieusement. Merci beaucoup, hein, Sébastien. Merci. Okay. Merci de la discussion. Alors, je vois que Sandrine a relevé la main. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je ne sais pas, j'ai vu que Laurent Morel avait allumé sa caméra, mais je ne sais pas si c'est pour intervenir ou pas. On ne t'entend pas, Laurent. Non, j'ai pas grand-chose à dire. Je laisse Sandrine s'exprimer puisque j'ai eu des gros problèmes de connexion, donc je n'ai eu que 20 minutes à peu près disons, de la subscientifique web de communication de Sébastien. J'aurais peut-être une simple petite remarque. Voilà. Sandrine?
Je vais laisser Laurent Morel s'exprimer et puis je reprendrai après si… Ah, vous n'avez pas joué comme ça. Ah bon, bah alors, alors j'y vais maintenant. Non, bon, merci beaucoup Sébastien pour ce que tu as donné. Ce que j'ai pu voir, effectivement, c'est l'intérêt effectivement de l'exposé, c'est de nous suivre pas à pas, faisant des exemples très précis et de voir tous les aspects de la tradition, c'est-à-dire une tradition textuelle, une tradition formelle, une tradition donc des caractères internes, des caractères externes, et puis voir aussi deux choses. Il y a effectivement la disponibilité des documents et il y a la disponibilité, c'est-à-dire finalement le fait de pouvoir s'y retrouver dans les archives et le fait de pouvoir accéder à ces archives compte tenu du contexte local qui peut être parfois un petit peu compliqué. Et à vrai dire, j'ai parfois l'impression que le XVIIe siècle, entre autres, disons, est aussi une période de tous les dangers, enfin moins de tous les dangers que peut-être que tout simplement d'incertitude sur l'accès aux documents. Autant des maisons sont, disons, ouvertes à l'érudition, autant d'autres, disons, traînent des pieds et ne sont pas tellement, disons, portés à ouvrir leur richesse. Ça me fait penser à une maison que tu connais bien, comme la maison de Saint-Bertin, Saint-Omer, effectivement, vous connaissez ça mieux que moi. Donc, je vais revenir sur un tout petit détail, mais un tout petit détail qui peut ouvrir sur quelque chose. Tu as évoqué cette question à propos du très beau diplôme de Louis de Pieux, disons, le fait que le cartulariste, je crois que c'est le cartulariste D, non, je ne sais plus, j'en suis plus sûr, disons, met une sorte de petit signe après le recognovi de la souscription de la recognition de Durand, hein, il me semble. Non. Voilà. Et donc, ça veut dire qu'il n'a pas réussi à comprendre le et, puisque c'est recognovi et souscriptis, c'est-à-dire le et, on le voit très bien dans la ligature, mais après, on ne voit plus subscripti. Et cela m'amène effectivement à poser une question plus générale, c'est-à-dire, est-ce que tu as des remarques à faire, que tu as peut-être faites d'ailleurs, lorsque je ne pouvais pas accéder au web, est-ce que tu as des remarques à faire sur, disons, les compétences de tous ces érudits, les compétences, disons, de lecture, les compétences diplomatiques, et je dirais, depuis le Moyen-Âge, tu sais que je suis assez intéressé par ce genre de choses, et notamment, disons, toutes ces cacographies, toutes ces erreurs, toutes ces fautes de lecture, des choses admirables, et des exemples très amusants, effectivement, qui ont parfois piégé des collègues, effectivement, qui ont vu parfois des modifications extrêmement, enfin, disons, des altérations de mots, passage d'un mot à un autre, qui auraient signifié plein de choses, et quand on regarde, enfin, l'explication est plus simple, c'est-à-dire que ce sont des fautes de lecture. Donc, est-ce qu'il y a ce genre de choses dans tout ce que tu as fréquenté? En fait, c'est assez variable. Les premiers cartulaires, tendent en général à bien, je pense, à bien comprendre et bien interpréter ce qu'ils ont en face d'eux, quand ils veulent le faire, mais à ne pas le retranscrire d'une manière qui serait à notre goût. C'est-à-dire qu'ils vont tendre à corriger le latin pour les actes privés, et que pour les actes, disons pas privés, ils en reproduisent les signes graphiques de manière parfois un petit peu plus ornementale ou évocatrice que vraiment précise. Ceci étant, ça peut changer. Là, dans le cartulaire C, il y a quelques monogrammes que j'ai montrés tout à l'heure qui sont tout petits et pas très joliment faits, mais qui ont quand même l'air de correspondre à peu près plus ou moins, disons, à ce qu'il pouvait y avoir. Après, pour les cartulaires D et E, alors là, ça peut se gâter. Bon, le cartulaire E a de toute façon souvent des textes qui ne sont pas bons. Et les deux, que ça soit D ou E,
semble en général avoir à peu près compris les choses un petit peu difficiles comme les lettres allongées ou ce genre de choses-là, mais ça s'arrête là et en fait, ce n'est pas toujours le cas. Il y a, alors c'est pas très courant, mais dans le cartulaire D, il y a l'un ou l'autre cas où en fait ça commence, l'acte commence au préambule et c'est visiblement parce que ce qu'il y avait avant le préambule était en lettres allongées et qu'ils n'ont pas réussi à le lire. Et du coup, ça a été aussi copié comme ça au XVIIIe siècle parce que ben voilà, parce qu'on a pris le cartulaire. Il y a par contre pas énormément, enfin j'ai pas vu énormément, mais ça a pu m'échapper aussi. Pas énormément de cas vraiment drôles, pour ainsi dire. Il y a ici ou là, visiblement, des choses, des éléments graphiques qui n'ont pas été compris et qui ont été copiés graphiquement et pas comme des lettres, alors que c'en était, dont Hatzma et Vézin avaient parlé dans un autre article. Mais en fait, c'est pas si courant que ça. Et même ça doit être je ne sais même plus si dans Cartulaire A ou Cartulaire B, la transcription de très longs actes en écriture lombarde et lisible est drôle, mais c'est pas parce qu'il s'est trompé, c'est parce qu'il y a un moment où le cartulariste a craqué et où il a écrit que comme ça répète tout le temps la même chose, là il l'abrège parce qu'il n'en peut plus. Parce que enfin bon, c'était vraiment un de ces actes notariés d'Italie du Nord ancien où je vends truc et machin, et donc moi j'accepte que tu vends truc et machin, et donc moi je donne l'argent pour que tu me vendes truc et machin. Enfin, ça répétait tout le temps la même chose, qui était normal à l'époque, et le copiste du partenaire en avait marre, donc il y a un moment où il a abrégé en le disant. Mais en fait, il arrivait à lire. Et lui, il y arrivait. Parce que par contre, à la fin du Moyen-Âge, je ne sais plus si c'est de cet acte-là ou de son frère, il a juste écrit un truc du genre Scriptura incognita barbara, c'est-à-dire que ce qu'on arrive visiblement à comprendre à la fin du XIe ou XIIe siècle, bah, au XIVe ou au XVe, surtout à la fin du XVe, on n'y arrive plus forcément. Sandrine? Oui, je redonne la parole. C'était passionnant. Oui, je rebondissais un petit peu sur la question de Jean Berger et puis sur ta réponse sur la question des logiques d'usage et des logiques peut-être plus documentaires. Moi, j'ai vraiment l'impression, et c'est vrai aussi pour le séminaire de l'an dernier, que les deux s'articulent complètement et qu'il y a des espèces de moments dans le temps où les documents sont traités, soit parce qu'il y a un cartulaire, soit parce qu'il y a un procès, soit parce qu'il y a un besoin. Et les documents qui vont être traités à ce moment-là vont être beaucoup mieux reçus ultérieurement parce qu'ils vont être... Enfin, pour moi, c'est vraiment comme des formes de transfert de support. C'est presque analogue à l'impact aujourd'hui d'une numérisation. Il y a une espèce de tri qui n'est pas un tri matériel, on ne détruit pas, mais il y a des documents qui vont rester accessibles et d'autres qui vont l'être moins. Et une fois que c'est engagé, c'est comme si ensuite, et ça dure des siècles, pratiquement jusqu'à nos jours, certains documents avaient plus de visibilité que d'autres. Il y a une espèce de poids relatif dont j'ai l'impression qu'il est lié à l'histoire du traitement des collections. Et vraiment, plus on creuse et plus je vois vos dossiers, et plus je me dis que c'est quelque chose qu'il faudrait du côté de l'archivistique et pratiquement du côté de nos formations, vraiment intégrer et peser beaucoup plus. Mais du coup, il me semble que les logiques d'usage et les logiques de conservation, les logiques documentaires ne s'opposent pas. C'est simplement que le fond qui a été traité, enfin le fond, pardon, les documents qui ont été repérés et traités parce qu'on en avait eu besoin pour un procès, ils vont être en meilleure position quand il va falloir, alors je le dirais de manière très moderne, à opérer des arbitrages budgétaires pour le traitement, parce que je pense que ce soit de nos jours ou à l'époque lunisienne, on n'a jamais assez de temps, jamais assez de personnel qualifié et jamais assez de moyens en fait pour faire ces espèces d'immenses remises en ordre de fond. Et du coup, les documents qui ont été utilisés ou qui ont été copiés sont pas dans cette espèce de tas en vrac. C'est parce que ce que tu citais, les notes que tu citais, c'est... Pardonnez-moi, il est tard, je vais être très grossière. J'avais une consoeur qui
qualifiait ça, qui distinguait le petit bordel à classer et le grand bordel à classer. Et quand tu as lu cette note, j'ai revu ces annotations en marge de compte-rendu de réunion, parce que c'est exactement ça. Et visiblement, il y a des documents qui n'ont pas été, qui ont pas pris ce train de la conservation, entre guillemets, et d'autres qui ont été mieux traités. Et le retard dure ensuite, y compris dans la prise en compte par l'historiographie. Et ça, c'est vraiment quelque chose dont je n'avais pas conscience et qui est absolument fascinant. Oui, 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 je suis tout à fait d'accord. En fait, en travaillant là-dessus, et notamment sur le manuscrit, enfin, sur les notes de Don de Michel, ça m'avait fait penser, mais en fait, à contrario, pour ainsi dire, à l'agacement parfaitement compréhensible des conservateurs d'archives ou de bibliothèques, quand il y a quelqu'un qui arrive dans la presse en disant j'ai découvert un document inconnu, alors que le truc était catalogué depuis 45 ans minimum. Et là, en fait, pour ainsi dire, c'était presque l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement des choses qui avaient raté une étape pour des raisons, étapes qui, en l'occurrence, auraient pu être d'être dans le cartulaire E, et qui se retrouvaient très difficiles à utiliser. Et après, il y a eu la grosse étape suivante de rangement et ensuite de l'envers de baril. Mais là aussi, c'est un petit peu le même phénomène. Et là, ça l'a même été physiquement parce qu'en fait, il est assez probable qu'un certain nombre des ensembles qu'on a aujourd'hui à l'ABN vient du fait qu'il y a des gens qui ont piqué des paquets à peu près dans l'ordre où ils étaient. Et que, bon, je ne dis pas que c'est resté intact non plus, mais on peut tout à fait retrouver des correspondances entre les ensembles actuellement conservés à l'ABN et certains des ensembles qu'il y avait dans les archives historiques de Cluny au XVIIIe siècle. Et là, alors, ça a été différent des autres, mais ça a été un biais supplémentaire qui, là, par contre, a été éventuellement servi. Laurent? Oui, je voulais rebondir sur cette question-là, qui est effectivement une question importante que posait Sandrine Kunak. Comment dirais-je? Je trouve que ça peut aller dans les deux sens. Il peut y avoir des actes oubliés pendant des décennies et pendant des siècles et qui ressurgissent tout simplement grâce à, disons, un surcroît de curiosité de la part d'un historiographe, d'un archiviste de l'époque moderne. Dans le cadre que je connais un peu de la vie de Corby, il y a des actes qui n'apparaissent qu'au XVIIe siècle et des actes carolingiens. Il y a des actes ainsi, enfin, disons, qui apparaissent, qui sont importants, qui ne l'étaient pas tellement, disons, du point de vue de la valeur à la fois mémorielle et la valeur d'usage, mais qui étaient des actes tout de même royaux et qui pouvaient servir dans le cadre de Corby, étant donné que c'était plus facile, comme l'a montré Sébastien sur d'autres exemples. Mais ils n'avaient pas été recopiés dans les cartulaires tant nombreux de la vie de Corby pendant le Moyen-Âge, et ils n'ont ressurgi qu'à l'époque moderne, dans de tristes états. Enfin, aussi. On a aussi finalement les exemples dionysiens, enfin de Saint-Denis, très, très nets, où on peut dire que le fait d'avoir été, disons, protégé, donc ça, beaucoup d'actes mérovingiens sur parchemin, je ne parle pas de papyrus, mais beaucoup d'actes mérovingiens sur parchemin ont été finalement à l'abri de destruction parce qu'ils se sont tenus à carreau, si j'ose dire, dans un local d'archives, peut-être parmi des inutiles, etc. En tout cas, ils n'ont jamais été recopiés et pourtant, disons, après, on les a retrouvés à l'époque moderne et contemporaine, enfin, je veux dire, au XIXe siècle. Donc en fait, c'est vrai que vivre caché et vivre heureux, ça peut marcher aussi pour des documents. Et puis à côté de cela, on a des documents qui n'en finissent pas d'être recopiés et d'occuper toute la scène, effectivement, et de recouvrir d'autres, effectivement. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Mais je me dis qu'il y a les deux aspects, effectivement. Et puis l'historiographie, il y a la curiosité et l'esprit d'antiquaire.
et parfois un esprit qui peut conduire à des redécouvertes, heureusement pour nous. Voilà, merci. Bien. Merci beaucoup, Laurent. Au Puy, on a le cas du diplôme de Raoul, par exemple, qui n'est pas du tout copié et exploité au Moyen-Âge, qui est pourtant le diplôme qui fonde la seigneurie épiscopale et qui ressurgit chez JC au XVIIe siècle. C'est le même scénario. Je vous propose qu'on clôt la séance sur ces points. Je remercie encore très très vivement Sébastien Barret pour sa très très belle intervention, très riche. Une invitation. Et puis, alors je rappelle à toutes et tous qu'on se retrouve, si vous le souhaitez, le 8 avril, même horaire, pour l'intervention de notre collègue portugaise Maria de Lourdes Rosa, qui nous parlera cette fois-ci de la pratique des majorats ibériques entre le XIVe et le XVIIe siècle. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Pareil. Et puis, je vous dis à bientôt. À bientôt.